Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette session de présentation que j'avais faite en anglais sur la DelphiCon 2023 concernant WebBroker. Donc utilisez WebBroker comme un serveur web. L'idée de cette présentation, c'est de vous montrer que l'un des types de projets qui est fourni avec Delphi depuis très longtemps, puisque je crois que ça date de la version 3 ou 4, disponible dans toutes les éditions, que ce soit la Community Edition qui est en disquette de Sydney ou dans les versions payantes en 11.3 Alexandria pour entreprises, architectes, professionnels et l'académique. Donc elles ont toutes une version de WebBroker qui est en fait un type de projet particulier qui va permettre de faire des sites web ou un serveur web qui va pouvoir gérer des fichiers ou des points d'entrée plus compliqués. Donc là on va regarder ce que ça donne côté serveur. Alors, ça je l'ai dit. Hop, donc petite présentation, je suis MVP Embarcadero, Patrick Remartin. Vous avez mes dépôts de code sur github.com/développeur-pascal, notamment cette présentation, dont je vais vous copier le lien dans le chat, si je retrouve la fenêtre. Voilà, ici. Donc vous avez les sources de la présentation. Ensuite, vous avez LinkedIn si vous voulez me contacter, sinon c'est les formulaires web de mes sites, parce qu'en général les trucs sont perdus dans des centaines de spams quotidiens. Et Twitch ici même si vous voulez regarder les vidéos en rediffusion de ce que je stream, ou voir le direct et interagir. Donc Développeur Pascal, le blog, les rediffusions de tout ce que je fais en ligne se trouvent sur serialstreamer.fr, vous avez Delphi Books pour retrouver les livres, les livres, ou des livres, en tout cas tous les récents, sur Delphi, la programmation en Pascal, et delphi-ressources.developpeur-pascal.fr pour retrouver des liens sur des sites, alors pas commerciaux, essentiellement des ressources, forums de discussion, docs, quelques blogs, et autres. C'est un site communautaire, les sources sont sur GitHub, vous pouvez intervenir et rajouter des choses si vous voulez dessus, sachant qu'en fait tout est trié par langue, ce qui permet de simplifier un petit peu les choses, langue et catégorie. Alors, WebBroker, c'est un serveur web. D'une manière générale, en fait, c'est le truc de base. C'est la chose qui va ouvrir une socket sur le port qu'on va utiliser pour la partie connexion, qui va répondre aux requêtes venant de navigateurs ou d'autres appareils, d'autres logiciels, et qui va renvoyer une réponse. Le tout travaille en HTTP ou HTTPS. C'est la même chose qu'un serveur web classique, qui dialogue avec un navigateur web, un browser, et donc WebBroker c'est la partie serveur qu'on va pouvoir installer sur Windows ou sur Linux si on a le compilateur Linux qui est fourni avec l'entreprise et l'architecte de RadStudio, de Delphi en l'occurrence. La documentation est available, est disponible sur le DocWiki, vous avez une rubrique Using WebBroker dans la rubrique ici, hop, DocWiki. Dans la partie, quand vous êtes sur le site, voilà, je vais passer par RadStudio, vous avez normalement plusieurs catégories en fait sur les informations, notamment la partie développement web, et donc il y a WebBroker dedans. WebBroker ça sert de base aussi pour DataSnap et d'autres solutions, et du coup n'importe qui peut s'en servir puisqu'il est partout. Et il peut s'installer on peut l'utiliser en ligne de commande, en interface graphique, comme en service Windows ou en extension sur du Apache ou d'autres types de serveurs. Alors c'est quoi un serveur web? En fait c'est un logiciel qui travaille sur du TCP/IP. Je ne rentrerai pas plus en détail. Là en l'occurrence on a un port qui s'ouvre sur une adresse IP ou plusieurs en IPv4 ou V6, et par défaut un serveur web lit sur le port 80 sur là où les IP de la machine sur laquelle il est configuré. Il va attendre des requêtes avec le protocole HTTP, donc les GET, POST que vous connaissez peut-être si vous avez déjà fait du web, et les autres commandes qui sont utilisées notamment dans les API REST, et il va répondre aux requêtes en fonction de ce qu'on lui a donné, donc soit une erreur, soit une vraie réponse qui est attendue par celui qui l'interroge. Donc on est bien sur un serveur en attente d'interrogation. HTTP a une version sécurisée, c'est le HTTPS, il suffit d'installer un certificat SSL sur le serveur et de dialoguer en HTTPS // au lieu de HTTP //. WebBroker permet de gérer les serveurs, les connexions sécurisées. Il suffit d'avoir un certificat disponible. Il y avait un projet de Paul Toth sur GitHub qui permet de récupérer, d'installer un certificat Let's Encrypt dessus.
et de faire les renouvellements en automatique. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, ou me poser la question si vous ne le retrouvez pas. Là, en l'occurrence, autant le montrer ici. Paul. Alors évidemment. Ah. Manipulation de base, je mélange les pinceaux. Alors il est en tot. Voilà. Tot Paul ici, et donc dedans, sur la partie repos, vous avez. Ah bah il était là, Delphi Acme, qui est donc le projet qui lui permet de renouveler les certificats Let's Encrypt en automatique, parce qu'il y a un processus assez compliqué à mettre en place, et donc il a tout automatisé en Delphi. N'hésitez pas à vous reporter dessus si vous avez besoin. Hop. Alors, quand on surfe sur Internet, en fait, une page web, les requêtes Internet passées par du GET et du POST à un serveur web ont une partie en tête, une partie contenu, donc le header et le body. Dans les informations qui sont dans l'entête, il y a notamment le code HTTP, enfin le status code HTTP, et le content type, qui est le type d'information qu'on veut afficher. Sur une page web, dans un navigateur, on peut les avoir dans les informations dans les infos développeurs, ou là en l'occurrence sur Safari en activant inspecter l'élément. Après, selon les trucs, ça doit être F12 ou F10 pour les raccourcis. Dans Safari sur Mac, il faut aller dans les options du logiciel pour pouvoir activer les options développeurs qui se manifestent ici. Vous avez un menu développeur avec plein de choses pour activer ou désactiver certains trucs, et on a surtout la partie console et récupération des informations. Et si on va sur la partie réseau, on a les différents éléments qui ont servi à afficher la page, et là en l'occurrence sur la page de base, j'ai son source, j'ai les entêtes de la requête, alors là en l'occurrence il faut refaire un refresh pour le récupérer, puisqu'il ne le fait que au début, et donc en fait le navigateur a envoyé ces informations-là, ici, à GitHub, au serveur qui gère le github.com, et le serveur github.com lui a répondu avec ça, en en-tête. Plus, évidemment, le contenu qui est le source de la page. Et donc dans ces informations-là, on a essentiellement le status code ici, qui est 200 pour dire c'est OK, et le type d'information qui a été renvoyé. Là, en l'occurrence, c'est une page web en HTML, donc c'est du texte HTML, qui en plus est encodé en UTF-8. Ce sont les deux choses qu'il faut savoir qu'il faut savoir gérer quand on fait un serveur web, puisque c'est grâce à ça que le navigateur, quand il reçoit la réponse, va savoir comment traiter l'information qui lui est renvoyée. Si je mets du image JPEG ici, et que je lui envoie du HTML, il va essayer d'afficher le code HTML en tant qu'image. Évidemment, si j'envoie une image avec du texte HTML, il va afficher le code binaire, les caractères correspondant aux octets du flux de l'image. Donc ce truc-là est vraiment primordial. Si c'est pas les bonnes infos, vous avez un affichage qui est déformé ou qui ne correspond à rien. Et là, si je suis sur du CSS, ce sera du texte CSS, si je me souviens bien. Réponse. Voilà, texte CSS ici dans le content type. Et il doit bien y avoir une image qui traîne quelque part, favicon par exemple. Et donc là, on est en image PNG. Donc c'est vraiment les choses qui sont importantes. Et en dehors de ça, en fait, on a une interface qui va nous permettre d'interpréter les trucs. Donc le status code HTTP, c'est en fait la réponse. 200, c'est OK. 404, c'est le fameux file not found, dont on a malheureusement l'habitude sur certains sites internet. 500 pour une erreur interne. Alors en général, ça on la retrouve sur les pages web quand le serveur a une erreur dans les scripts qui permet d'afficher la page, et que l'erreur est filtrée pour éviter que n'importe qui puisse tomber sur les codes d'erreur et textes correspondants. Et 403 pour dire qu'on n'a pas le droit, c'est un code de retour qui dit qu'on n'a pas le droit d'accéder aux infos. Donc ça en général c'est par rapport à des ressources qui sont privées, où on peut s'en servir dans n'importe quoi, puisque quand on fait un serveur d'API, c'est nous qui allons gérer ça en fonction de ce qu'on veut répondre et en fonction de la demande. Et dans un serveur web, en fait, c'est normalisé, et vous avez la liste ici. Hop là. Évidemment, il l'a ouvert sur l'autre fenêtre, ce qui est logique. Donc c'est une liste de statuts HTTP, je vous le mets ici si vous voulez dans le chat. Et en fait, cette liste-là, elle a certaines rubriques
Et donc on a des codes qui ont une signification de base par rapport au protocole HTTP, HTTPS. Après, en réalité, quand on fait une API ou quand on renvoie des informations, on va pouvoir renvoyer le code qu'on veut, hein, y compris ceux qui ne sont pas dans la liste. Le tout, c'est d'expliquer au logiciel qui va se connecter, qui va récupérer les infos, à quoi ça correspond. Donc là, ce sont les codes qui sont interprétés tels quels par un navigateur web. Puisque les navigateurs, normalement, respectent la norme. Et donc, le content type, c'est ce qui permet d'afficher les infos. Alors pareil, il y a des listes. Là, j'ai pris la page qui est sur la doc développeur de Mozilla, puisque c'est l'une de celles qui sont les plus utilisées, enfin les plus pratiques. Le problème, c'est quand on fait une recherche de type MIME, on tombe aussi sur tout ce qui est utilisé par les emails, puisque c'est le même type d'information qu'on a quand on envoie un mail avec des pièces jointes. Le source de l'email découpe le contenu avec ce genre de choses. Et donc là, on retrouve en fait l'extension de fichier et le code qu'il faut renvoyer pour que le navigateur puisse le traiter, puisque les extensions qu'on a dans l'URL ne sont pas prises en compte, que ce soit du point .php, .png, .jpg, .gif, .machin, le navigateur s'en fiche en fait. Si le serveur lui dit que c'est du texte, il l'affichera du texte. Donc nous, ce qui compte, c'est la partie droite, quand on travaille sur Internet, en tant que serveur et en tant que client, et la partie de gauche, c'est simplement pour simplifier les choses et avoir une correspondance classique. Dans les systèmes d'exploitation, notamment Windows, on peut associer des logiciels par défaut aux extensions comme au type MIME. Je peux dire que si je reçois un font WOF d'une certaine façon, ça va être un logiciel en particulier qui va afficher le truc plutôt que le navigateur, si le navigateur ne sait pas le gérer. Donc tout ça, ça se gère, et nous, en tant que développeurs, si on fait un serveur web de fichiers, on va devoir gérer ces informations-là pour envoyer les bonnes infos. Donc là, sur le site d'exemple que j'ai créé, j'ai juste du texte, des images. Donc on va pas aller très loin, mais je vais vous montrer comment ça se code avec WebBroker. Et donc, WebBroker, c'est un serveur web de base, hein, c'est pas très compliqué à utiliser pour ça. Il est disponible partout, et on peut tout maîtriser dedans. Et donc pourquoi utiliser WebBroker? En fait parce que il est dispo partout et qu'il est gratuit, il n'y a pas de licence au redéploiement. Après évidemment, si on n'a pas la licence entreprise ou architecte, on ne pourra pas enfin, entreprise, architecte ou académique, puisque sur les versions académiques, normalement c'est une architecte, enfin une équivalente, enfin il y a la complète quoi, avec tous les compilateurs. Et donc pourquoi l'utiliser? Si on travaille sur du Windows pur en réseau local ou qu'on a un serveur Windows quelque part, on peut utiliser WebBroker en console ou en application classique avec une interface graphique minimale, puisque c'est juste du démarrage et de l'arrêt de serveur, ou en tant que service Windows, si on le greffe sur un service. Si on a la version Linux, en plus on peut le transformer en démon Linux, que j'ai fait normalement sur... peut-être pas sur cet exemple-là. Mais peu importe, il y a juste quelques codes à rajouter pour qu'il puisse se lancer en service sur Linux aussi, à condition évidemment d'avoir le compilateur associé. Et donc pourquoi? Parce qu'en fait ça sert aussi de base pour RAD Server d'Embarcadero, Datasnap et plein d'autres solutions, puisqu'à l'intérieur en fait le composant qui sert de serveur est utilisable par plein de trucs. En licence commerciale, vous avez donc RAD Server et RAD Server Lite maintenant, qui sont deux vrais gros serveurs fournis par Embarcadero avec une licence de déploiement, sur lesquels on peut gérer aussi des sessions utilisateurs, des droits d'accès, des notifications et des trucs comme ça. Évidemment des API et des pages. En open source, vous avez Delphi MVC Framework, qui est le projet le plus utilisé, ou en tout cas le plus coté sur GitHub en tant que projet Delphi. Et la communauté qui est derrière est assez importante, qui permet de tout faire aussi. Et puis vous avez un tas de solutions qui sont éventuellement sur Getit ou en téléchargement ailleurs. Sur le web pour ça, en fait. En Delphi, en Pascal, en Lazarus ou en d'autres solutions plus classiques, en C et autres langages. Mais en tout cas, dans Delphi, on a largement de quoi faire, et avec des licences récentes, enfin avec des versions récentes de l'environnement, comme avec des vieilles versions, puisque on peut travailler en Delphi 7 si on veut encore, même si c'est pas forcément la solution que je recommande, et utiliser des solutions de web, serveurs et autres. Il n'y a aucun blocage par rapport à ça, nulle part. Alors, je vais vous faire une démo en deux parties. Alors la première, ce sera de vous montrer simplement à quoi correspond WebBroker, comment on en crée un, et puis juste vous montrer à quoi ça ressemble,
l'installation, l'utilisation, et puis ensuite je vous montrerai l'exemple que j'avais fait pour la présentation de la DelphiCon avec un vrai site. Alors je vais dans Windows avec Delphi, je vais créer un nouveau projet. Dans Autres, si je le retrouve, et donc dans Delphi, normalement on a une rubrique Web. Alors après ça dépend un peu de l'édition, il y a eu des renommages en cours de route, et donc on a soit un serveur SOAP qui n'est pas celui qui nous intéresse, mais qui peut aussi travailler en service web et autres serveurs, soit ce truc-là, application serveur web, qui est en fait une application web broker, qui peut se greffer sur du IIS, de l'Apache ou autre, donc on va en créer un. Ici, je ne vais pas cocher Linux, comme ça j'aurai toutes les possibilités. Donc, en tant que module Apache, en tant que console, en tant qu'application classique VCL, en tant que librairie ISAPI pour Internet Information Server, ou en tant que programme exécutable CGI. Donc là, je vais revenir en arrière, je vais juste reprendre Linux, comme ça filtre par rapport au truc, et donc on va créer, ces trois projets sont compatibles Linux et Windows. Donc on peut faire un module pour Apache, qui est en fait une extension, un équivalent DLL pour le serveur Apache, qui est le deuxième le plus utilisé, puisque maintenant Nginx l'a dépassé en termes de répartition sur le web. Application console autonome ou CGI, je vais garder l'application console, puisque c'est le plus simple à utiliser et à manipuler derrière, ou en tout cas le plus classique. Là je vais rester sur le port 8080 par défaut, puisque, quoique je peux passer en 80, ça changera rien, puisque là normalement je n'ai rien sur la machine qui répond dessus. Voilà. Et je peux éventuellement activer le HTTPS. Dans ce cas-là, sur l'écran suivant, il me demande les informations du certificat qui existe. Évidemment, tout ça on peut le gérer par code derrière, puisque c'est juste un assistant de création comme d'habitude. Il va me générer derrière un projet avec différentes pages. En l'occurrence, le fichier projet et 2 unités. Alors, le code source du projet lui-même, a priori, on n'y touche pas trop, voir le source. Ah bah, j'étais dessus. C'est juste le démarrage du truc, et en fait, il y a la partie interfaçage de la saisie quand on est en console. Donc en gros, il regarde s'il y a quelque chose qui est démarré, il associe le module à l'unité qui est déclarée ici par défaut, qui contient un web module class, enfin la variable qui est associée au t web module, qui est le data module version web broker. Attention, c'est pas un data module pur, c'est un web module, et donc il associe le handler avec ce truc-là, et il lance le serveur. Alors le run server, en fait, c'est juste une création d'un TID HTTP Web Broker Bridge, qui est un composant Indy qui est disponible avec la librairie Indy sur toutes les versions qui peuvent, sur toutes les éditions qui peuvent l'installer. Vous pouvez le faire tout seul si vous voulez. On lui met le port, alors par défaut c'était 80, c'est celui qui est passé en paramètre ici. Et après, il nous affiche l'interface de commande, et donc on pourrait l'arrêter, le démarrer, enfin on a toutes les commandes qui sont derrière pour le gérer. Donc si je le lance, évidemment c'est le premier lancement d'un programme sous Delphi, alors je l'ai paramétré pour qu'il enregistre tout par défaut, la première fois. Hop, et hop. Alors le firewall de Windows devrait se déclencher pour me dire attention, vous avez un nouveau serveur. Et là, il l'a pas fait parce que j'ai déjà dû le titiller ou le désactiver, je sais plus trop. Ouais, j'ai peut-être désactivé parce qu'ils m'ont embêté sur un truc. Peu importe. Donc là, j'ai l'interface de commande en fait du serveur. Pour l'instant, il n'est pas démarré, il faut faire start par défaut. Évidemment, je peux le mettre par défaut dans le code du projet pour qu'il démarre tout seul au départ. Là, si je fais start, il me dit qu'il est bon. Ah oui, forcément, il n'était pas démarré, donc le firewall ne réagit pas, il réagit quand on ouvre le port. Donc là, je l'active pour le réseau privé, le réseau local, jamais le réseau public. Jamais. Enfin, jamais, sauf si vous voulez évidemment que ce soit ouvert sur Internet. Si vous êtes dans un aéroport, un hôtel ou une connexion publique, ne faites jamais la case réseau public. Parce que tous les gens qui sont sur le réseau en question, donc toutes les autres personnes que vous ne connaissez pas forcément, pourront accéder à votre service d'une manière générale. Donc toujours réseau privé, et assurez-vous que vous êtes sur le bon type de réseau côté Windows. Donc là j'ai démarré, il me dit qu'il est OK sur le port 80. Si j'ouvre une fenêtre de navigateur, je dois avoir une réponse. Si je fais localhost, qui est l'adresse locale de ma machine, voilà, ou évidemment http://127.0.0.1 en IPv4, ou http://2.2.1, je sais plus s'il y en a 2 ou 3, en IPv6, alors c'est trois trucs, ou alors il n'est pas déclaré.
Hop, http //. Non, il veut pas. Oui. Chrome le filtre, c'est pas grave. En tout cas, c'est l'adresse de base en IPv6, pareil, c'est le localhost. Et donc, ça devrait arriver dessus. Donc, par défaut, il nous affiche application serveur web dedans. Hop, je vais sortir. Je vais ressortir de web broker. Donc, je fais exit pour sortir du truc. Il arrête évidemment le service. Et c'est bon. Donc, ça, c'est le fonctionnement de base du truc. Et en fait, on a deux autres unités. Donc, une serveur cons qui contient juste des textes. Et ça, c'est utilisé pour l'interface de commande. Et l'unité, donc le web module, qui va contenir nos informations. Alors on a des composants qui pouvaient gérer des trucs dans le passé, je m'en sers jamais. Ici, on a surtout sur le web module lui-même, si on fait un clic droit, l'éditeur d'action, qui va nous permettre de définir les URL qui vont être utilisées ou accessibles sur ce serveur-là. Et chacune des URL, si j'en crée une, et alors accessible par défaut ou pas, alors évidemment mettez-en qu'une seule et qui va retrouver toutes les pages, enfin toutes les tentatives de pages qui ne seront pas gérées par les autres arriveront dessus. Donc par défaut, je le mets sur le premier par habitude, c'est lui qui va gérer éventuellement le 404. Ou pas. Et donc sur une action, en fait, on a le fait qu'elle soit active ou pas, le type de commande HTTP qui sera géré, donc là du post par exemple pour un formulaire web, du get pour un appel d'URL ou un formulaire, et puis les autres qui servent pour les API REST. Puisque les API REST sont basées sur les commandes HTTP pour manipuler des données. Et là en fait le pass info c'est le chemin d'accès qui va être autorisé, donc là je fais /toto/titi avec un T. Toujours aussi inspiré sur les noms de trucs. Hein. Donc j'ai un truc ici qui va répondre sur le /toto/titi. Je vais relancer mon serveur. Pardon, déjà il faudrait qu'on mette quelque chose. Et en fait quand je suis sur une action, sur un élément de ma liste là, j'ai un on action qui va se déclencher quand il sera appelé. Et c'est là-dedans qu'on va faire nos réponses. En fait ce truc là reçoit la request et renvoie la réponse. Éventuellement modifie le handle pour dire ça n'a pas été traité, par défaut il est à true. C'est un filtrage en fait, il y a un truc qui appelle toutes les actions qui correspondent au filtre qui a été choisi, et puis si l'une d'entre elles gère le truc, il arrête le filtrage et il renvoie la réponse. Donc là dans la requête, on a tout ce qui a été envoyé dans l'entête HTTP et éventuellement d'autres choses si ça venait d'un formulaire ou s'il y a des paramètres dans l'URL, et la réponse ce sera ma réponse, et donc ma réponse, réponse.content. Il y a deux façons de répondre, soit en forme de chaîne de caractères, soit sous forme de stream. Évidemment, si on met l'un, on n'a pas besoin de remplir l'autre. Et on a donc notre content type, le fameux à renvoyer éventuellement, et le status code, qui correspond au code 200 par défaut. Donc si je renvoie un status code 404, par exemple, je vais appeler mon /toto/titi, non, je vais plutôt mettre 403, parce que le 404 ce sera file not found, ce qu'il aurait fait quand même s'il ne répondait pas. Donc je vais lancer le serveur. Je rouvre mon navigateur. Alors le serveur est bon, start, normalement le firewall ne se redéclenche pas puisqu'il a déjà eu l'autorisation, et je réaccède à mon HTTP localhost. Donc j'ai bien mon truc avec le texte par défaut, Toto, Titi. Et donc là, je atterris sur la racine, toujours. Si je rajoute le slash à la fin, il va me faire un 403. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ma déclaration d'accès, ici, j'ai fait /toto/titi/. Par défaut, le navigateur ne le rajoute pas. Donc forcément, c'est moi qui gère le truc. Et parce que la racine, ici, est par défaut, il ne me renvoie pas une erreur me disant, quand je fais ça, il ne me dit pas qu'il y a une erreur. En fait, il appelle le truc associé au default handler. Donc je ressors de là, je vais ressortir de mon serveur. Et donc sur ce truc là, je vais revenir ici, je vais désactiver le default, comme ça on aura du 404 si on se plante.
Sur ça, je vais enlever le slash de la fin. Et je vais pouvoir lui mettre une action. Donc ici, au lieu de renvoyer du 403, je le mets en commentaire. Et donc je vais renvoyer du contenu. Response.content. Prends, coucou. Voilà. Donc là c'est du texte. Par défaut, WebRocker considère qu'on renvoie du HTML, donc ça devrait être pris en compte normalement. Je réexécute. Je retourne sur mon navigateur. Je lance le serveur, parce que j'oublie à chaque fois. C'est un peu comme le point start sur le tthread.createAnonymousThread, j'oublie systématiquement le truc. Donc là je vais sur HTTP. Localhost, ça c'est bon, il répond, et donc /toto/titi, j'ai mon coucou. Voilà, donc WebRocker c'est pas plus compliqué que ça. On a une requête dans laquelle on a toutes les informations qu'on reçoit du navigateur ou du logiciel qui a appelé le serveur, et on renvoie la réponse dans content ou content stream avec un type. Si ici exit, je veux embêter un petit peu le navigateur de l'autre côté, on va faire response.content type, et je vais lui dire que c'est un image JPEG. Je rafraîchis juste la page côté navigateur, et il essaye de m'afficher une image. Évidemment, coucou en tant que source d'une image, ça fait pas grand chose. Donc c'est vraiment important, en fait c'est les deux points importants. Le content type, pour savoir ce qu'on renvoie en tant que chaîne de caractères ou en tant que stream. Évidemment mon image je pourrais la renvoyer sous forme de stream. J'ouvre un fichier, je le rattache à mon truc et c'est réglé. Là si j'ai... exit. Si je fais pas ça mais que response.content stream, évidemment si je mets pas le S, content stream prend tes files stream.create, alors c'est lui qui s'occupera de la libération, hein. Donc là j'ai pas besoin de m'en préoccuper, hop. Je vais prendre un tfilestream.create, je dois avoir un fichier qui traîne sur mon disque dur en tant que JPEG ou PNG, hein, dans mes images de base, puisque j'ai plein d'images de test dans mon truc. Image ici. Allons sur les bouquins, voilà, je vais prendre livre 3 qui se trouve dans ce dossier-là. Donc CTRL-V, machin, livre-3.png, donc on a dit que c'était du PNG. Donc ici je change. tfile.create, pardon, c'est pas tfile.aussi, oui, tfile.create. CTRL espace, virgule, j'oublie un truc. Le mode, ça doit être du FM read, je crois, je sais plus, je sais jamais. Je ne sais jamais, donc je vais aller refaire un petit tour dedans. Ici, file mode. Alors c'est pas des c'est des constantes numériques, donc forcément. FM create, non, je suis sur FM create, c'est là où la mise en surbrillance est pratique maintenant, mais. Ouais, je vais mettre 0, je sais pas. Je ne sais plus. FM read, FM open. Peut-être. Non. Alors on va aller chercher le FM create. Ici, je contrôle-clique dessus. J'ai ma liste de FM quelque chose qui traîne normalement. Et pas de bol. J'ai que le create. Ouais, ça fait partie des choses qui sont pas dans la doc. Hop, bon. Ça doit être OpenRead. Yes, OpenRead. Ah, on y arrive. Donc, je crée mon flux et je renvoie... alors, attendez. Je suis en train de faire une bêtise. Il faut que j'ai une variable fs de .tfilestream.
Mon FS prend ce truc-là, prend ça, et ensuite je fais une copie de l'un vers l'autre. Donc c'est ça, point copy from du stream, machin, ouais, c'est ça, hop. Donc FS. Un truc dans ce style, hop. Évidemment, dans le source du projet, c'est dans le bon format avec les bons trucs, donc ça devrait marcher. Alors, j'exécute ça. Normalement, si je réinterroge mon truc, je vais me retrouver avec une vraie image, cette fois-ci, puisque j'ai mis le bon content type et j'ai mis un stream qui contient mon image. Donc ça, je peux sortir. Alt F4. Et je reviens sur mon navigateur, CTRL F5. Et j'ai normalement... Ah, F12. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai donc dans la partie network, network pomme R. Il est en erreur 500, donc il y a une erreur de... J'ai un bug. J'ai une anomalie. Alors l'avantage c'est que c'est du Delphi, donc on peut mettre des points d'arrêt en fait. F9. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Start. Hop. F5. Donc je fais ça, F8. Il me l'a bien trouvé a priori, et le copy from. Il fait une violation d'accès. Oui, donc c'est bien ça, c'est lui qui prend le truc. CTRL F2, hop. Je m'étais pas trompé au départ, c'était bien ça. Je récupère ça, qui récupère directement le stream. Hop. Je mélange avec d'autres choses. Hop là. CTRL D, et on y retourne. F9. Vous l'aurez compris, je manipule rarement ce genre de truc. F5, et là j'ai mon image. Voilà. Donc c'est pas très compliqué à mettre en place. Il suffit juste de retrouver les bons paramètres. Du coup, le but du jeu, si on veut transformer ça en serveur de fichiers, classique, pour afficher des pages, bah, il faut traiter un certain nombre de fichiers, les chemins d'accès qui y accèdent, et derrière ça doit passer tout seul. C'est ce que j'ai fait sur le projet de démo de la Delphi-Con. Alors là, en l'occurrence, je vais sortir de là. Donc sur ce projet-là que vous avez sur GitHub, hein, à ce niveau-là, donc je l'ai dit, ici, vous avez deux dossiers qui nous intéressent. Le dossier des sources du projet, dans SRC, donc là c'est mon serveur web WebBroker, et dedans vous avez aussi un sous-dossier DemoSite. DemoSite, c'est un site que j'ai créé pour l'occasion, à partir d'images. Donc il y avait le concours d'images pour l'anniversaire des 28 ans de Delphi, avec des images créées par des intelligences artificielles plus ou moins bidouillées, donc il y a eu plein de propositions plutôt pas mal, qui sont visibles sur les réseaux sociaux, et notamment la chaîne Reddit sur laquelle se trouve, enfin dédiée à Delphi. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer DALL-E, c'était la première fois que je testais, donc j'ai généré des trucs avec DALL-E. Alors les images sont pas forcément géniales, mais j'ai des images de développeurs Delphi dans différentes situations, et pour générer un site à partir de là, bah, je suis reparti sur un vieux projet que j'avais fait il y a très longtemps. Le trait étant loin d'être un euphémisme, c'est un projet qui doit dater Delphi 1 ou 5, ou un truc dans ce style. Là, en l'occurrence, c'était 97 ou 99. Ouais, août 99. C'était un petit truc que j'avais créé pour faire des CD-ROM en fait, d'albums photos à partir d'un dossier d'images. Donc lui, il génère simplement des pages web avec un cheminement d'une page à l'autre, et le tout en statique. Alors, il y a une différence entre site web statique et site web dynamique. Site web dynamique, en fait, les pages sont générées en fonction des demandes. Site web statique, on a des fichiers texte qui contiennent le HTML, le CSS et autres sur un disque dur, enfin sur un espace de stockage. Donc ce logiciel-là me génère mon site complet avec les images dans un dossier et les pages web, enfin les sources des pages web.
Donc ce site-là, il n'a pas besoin d'un serveur pour être affiché, hein, je peux le foutre sur un CD, une clé USB ou autre, j'ai juste à ouvrir le index et j'ai mes pages qui s'enchaînent. Le protocole utilisé, c'est file de points, on reste sur le disque dur, c'est pas accessible depuis Internet. L'objectif, c'était de basculer ce site-là en web, de pouvoir y accéder en HTTP quelque chose et utiliser WebBroker pour ça. Donc, on va aller voir le source du projet WebBroker correspondant. Ici, évidemment, je suis sur la 11.3 Alexandrien hein, pour Delphi, histoire de profiter de la nouvelle version pour ça. Hop, webinaire. C'était celui-ci. Donc dans source, j'ai donc mon projet, avec la même chose, hein, le code source du projet, hein, ici, qui était ouvert par défaut. Je me fais avoir à chaque fois. Donc la seule différence, c'est que j'ai dû le lancer en automatique, donc dans le run server, en fait, je dois faire un start tout seul, tout de suite, quelque part, voilà. Ici, j'ai forcé le start server juste avant la boucle d'attente de la touche à taper pour travailler. Comme ça, il se lance par défaut, ça m'évite de taper start. Et donc si je le lance, hop, il doit me mettre tout de suite le firewall éventuellement, et puis le... voilà. Parce que lui, il l'a lancé sur le port 80, hein, comme tout à l'heure. Et donc là, normalement, si j'y accède en localhost, depuis mon browser, j'ai les pages web qui sont dans le disque dur. Et donc là, je peux surfer, je suis bien en HTTP dans l'URL, ici. Je suis bien sur en mode web sur mon site. Alors les images sont pourries et le site n'est pas hyper sexy, mais ça fonctionne. Et donc dans la console, j'en ai profité pour faire des write-ln pour afficher la log de ce que reçoit le serveur WebBroker et de comment il l'interprète. Donc là par exemple, quand j'ouvre mon localhost, il reçoit un truc avec host dans le request, il n'y a pas de script name, passe info et autres, ça ce sont des informations qui sont classiques dans les entêtes HTTP des demandes depuis les browsers, donc tous les serveurs web et tous les logiciels ou les langages serveurs récupèrent ces informations-là d'une façon ou d'une autre. Et là, par exemple, j'ai un slash, donc ça c'est la page web par défaut. Ensuite, on lui demande un slash btn slash gauche.gif, c'est l'image de la flèche vers la gauche, la flèche vers le haut, et ainsi de suite. Et après, il affiche le truc, et le navigateur nous demande aussi le favicon, qui est l'icône qui apparaît dans la barre de navigation ici, quand on en a une. Donc là, en l'occurrence, il n'y en a pas, c'est celle qu'on a dans l'onglet, en fait, ici. C'est le favicon.ico qui est sur tous les sites qui ont pensé à le mettre, qui est juste un point ICO classique comme pour Windows et interprété par les navigateurs. Et tout accès à une page web demande ce truc-là s'il l'a pas déjà eu. Donc ce qui génère pas mal de trafic, pas forcément utile sur le web, mais peu importe. Donc, j'ai mes commandes et mes affichages, et on a tout ce qu'il faut derrière pour savoir ce qui se passe. Si je l'arrête, donc stop, comme tout à l'heure, hein, ça... pardon, exit pour sortir, stop ça l'arrête, exit pour quitter la fenêtre. Donc ça c'est la seule modif que j'ai faite, le start server automatique, et dans mon data module, enfin mon web module plutôt, j'ai déclaré 3 trucs. La racine du site, toujours par défaut, le sous-dossier image et le sous-dossier btn. Sauf que j'ai pas juste mis /img ou /img/. J'ai mis /img étoile. Comme ça, ça gère avec ou sans le slash et éventuellement d'autres choses derrière. Parce que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que si je mettais rien, enfin si j'étais en /toto, /titi quelque chose, par défaut j'atterrissais sur le truc par défaut, en fait. Celui aussi est associé par défaut à une action, hein. Je ne vous l'ai pas montré, mais si je remets l'autre projet existant, dans nouveau, normalement, ici, voilà, donc si je reviens sur mon module de celui-ci, hop, éditeur d'action, donc j'avais le mien, j'avais le leur, enfin celui par défaut, et le par défaut, il a aussi une action par défaut, ici, qui se contente de renvoyer un en-tête, enfin pardon, du contenu, en format web, avec juste application serveur web, ce qu'on affichait quand on était sur n'importe quoi. Donc pour éviter que /img/btn.machin,
ne renvoie sur l'accès par défaut, bah, je suis obligé de mettre /img étoile dans mon interception, en fait, dans mon filtre, pour pouvoir récupérer mes trucs. Donc j'ai 3 accès, la racine, image et bouton. J'aurais pu tout gérer au niveau de la racine. Là j'ai préféré séparer parce que c'était plus pour montrer le coup de l'étoile. Donc la racine, elle est accessible en get, et sur le slash, image en get sur /img étoile, et bouton, parce qu'il y a 3 dossiers, en /btn, pareil, en get. Si quelque chose envoie un formulaire web en post sur mon truc, il retournera en 404 en erreur, puisque mon serveur ne le prend pas en charge. Et donc pourquoi j'ai ces 3 dossiers là? Parce que dans mon site, si je le retrouve, je vais quand même le rajouter, parce que j'ai pas fait tout à l'heure. Donc si je vais sur mon site, en fait j'ai le dossier DemoSite, j'ai mes fichiers HTML à la racine, j'ai un sous-dossier IMG pour les images du truc, et j'ai un sous-dossier BTN pour les images des boutons et éléments graphiques du site. Donc ce sont les 3 dossiers qui sont utilisés. Comment, c'était pour autre chose et c'est pas géré dans le truc. Et MDL, pareil, c'est géré par le logiciel qui génère le site, donc page je sais plus quoi. Et du coup, ils sont pas accessibles depuis le web, enfin ils n'ont pas de raison de rester en fait, je les ai juste laissés comme ça, puisque c'est ce qui permettrait de régénérer le site à partir de ce fichier-là, qui est le projet qui gère les images et puis les autres fichiers. Donc j'ai 3 chemins à gérer. Dans mon source, passons par là, dans le root, ici, j'ai alors mon log request, c'est un truc que j'ai rajouté, hein, qui est le truc qui affiche dans la console les informations qu'il a reçues, en tout cas celles qui m'intéressent. Donc l'URL, l'hôte, le script name qui vient de la request, le pass info, query, machin truc. Et du coup je suis ressorti de là. Donc ça, à la limite, on s'en fout. C'est surtout quand j'ai une requête, bah, en fait je vais redécouper mon pass info, qui est ce qui contient la demande. Comme on l'a vu sur juste avant, on avait les informations des URL et des fichiers, le chemin relatif du fichier à récupérer, c'est le pass info qui les a, et donc c'est lui que je vais découper. Donc la première chose que je fais, c'est que mon pass info, je lui envoie. Enfin, je lui enlève de la longueur du slash, donc un caractère normalement, pour le début du truc. Ou plutôt la fin. Attendez, je suis en train de me mélanger. Pass info substring. Oui, ça se transforme en substring de 1, donc j'enlève le caractère 0. Donc j'enlève le slash de départ en fait. Puisqu'on est en /img, /machin, /truc, j'ai pas besoin du slash de départ, je m'en fiche. Ce qui fait que quand on est à la racine, en fait, on va appeler /index 3.html, et lui, il va faire index 3.html à la place de ce truc-là, ici. Là, c'est juste une fonction qui me récupère l'URL, enfin le chemin local du site, en l'occurrence, il va aller en ////demosite en dur, par rapport au serveur WebBroker dans l'arborescence de mon serveur. Enfin, dans l'arborescence, pardon, de mon dossier d'installation et de compilation. Je suis en compilation avec les chemins par défaut, donc mon exécutable, il est dans Win32 debug machin. Donc je descends d'un cran, je descends d'un cran, je descends d'un cran, et je remonte dans DemoSite. Pas de surprise particulière par rapport à ça. Je suis dans la configuration par défaut de l'installation. Donc, j'appelle ma fonction answerWithFile avec le fichier qui a été demandé, le chemin du serveur, enfin local du site, pardon, response qui est en fait en retour celui qu'il va falloir remplir, et le handle pour dire je l'ai traité ou pas, pareil, c'est en retour à la fonction d'appel. Je fais la même chose sur les deux autres. F12. Si je vais sur image, donc mon log, je rappelle aussi le answerWithFile qui est une fonction que j'ai faite, donc j'enlève du chemin qui a été demandé le /img/. Parce qu'en fait, si on demande une image, c'est /img/ le nom du fichier de l'image. J'ai pas besoin de savoir que c'est /image puisque j'ai déjà filtré au niveau du serveur lui-même. Donc là, ce sera la racine, là, ce sera l'image, donc j'ai pas besoin de m'en dépatouiller. Et en fait, j'appelle avec donc le nom du fichier qui a été demandé et le chemin physique sur le disque dur du fichier qui a été demandé. Donc là, j'étais sur la racine, DemoSite, là, je suis sur DemoSite/image.
Évidemment, le slash dans le bon sens, puisque je suis sous Windows. Faites gaffe si vous faites du Linux et autres, parce que ce sera dans l'autre sens. Donc restez méfiant là-dessus. Et le response, le handle. Et même chose pour le bouton. Sauf que c'est /btn au lieu d'être /image. Alors je dis slash ou backslash, hein, c'est pareil. Enfin ça dépend sur quel... Si on est sur Windows, on est en backslash, côté web, on est en slash tout court. Donc les URL, c'est avec la barre de... Pardon, c'est dans l'autre sens. Les URL, c'est la barre de division, et l'autre, c'est le backslash, parce que je suis sur le chemin d'accès Windows. Après, il n'y a que sur Windows que c'est backslash, c'est slash sur tous les autres. Donc, et du coup, j'ai mes 3 points d'arrêt, enfin mes 3 dossiers qui sont traités au niveau du serveur, ou au niveau de la boucle qui gère le filtrage de l'URL, et à l'intérieur, j'ai la même chose comme traitement. J'ai un truc qui va récupérer le nom du fichier, le dossier dans lequel il est censé se trouver, et qui doit renvoyer une réponse et éventuellement dire s'il a traité ou pas la réponse. Donc, première chose que je fais, je filtre le nom du fichier. Alors, mon filtre de nom de fichier, c'est pareil, une fonction que j'ai faite, hein, qui se trouve en dessous, évidemment, histoire de me perturber quand je clique et que je surfe. Je vais filtrer les caractères qui sont dedans, histoire de ne pas avoir n'importe quoi, puisqu'en fait, si je vais dans la barre d'adresse du navigateur, je peux rajouter point d'interrogation, cookie égale bidule, et ce sera transféré dans l'URL complète. Donc en fait, mon nom de fichier, il aura aussi le point d'interrogation bidule machin truc. Comme on pourrait avoir des trucs échappés qui pourraient éventuellement s'exécuter tel quel sur le chemin d'accès s'il y avait des bugs. Donc première chose à faire, on filtre le contenu du truc et on s'assure que seuls les caractères qu'on est censé pouvoir traiter sont bien dedans. Donc là, j'ai juste une boucle sur tous les caractères du fichier, et je parcours les différents codes. Alors j'aurais pu utiliser une expression régulière pour ça. Là, je les ai listés, c'était plus pratique pour moi, parce que je suis une bille en expression régulière, et que la moindre erreur dans ce truc-là aurait pu en générer d'autres. Donc là, je suis sur du char inset pour pouvoir gérer UTF-8 et autres, et pas le in classique qui traitait que de l'ANSI. Et qui génère des anomalies, enfin des warnings au niveau du compilateur. Peu importe. En tout cas, mon fichier, ici, je filtre le nom du fichier pour m'assurer que comme je vais l'utiliser directement sur mon sur mon arborescence Windows, il ne puisse pas provoquer d'anomalie. J'ai donc un fichier au format correct ou une exception. Si j'ai une exception, il arrive ici, il filtre toutes les exceptions. Je vais dire que j'ai quand même traité le fichier. Je lui renvoie du texte pur. Alors en debug, je renvoie le code de l'exception, et puis dans l'autre cas, je renvoie access not allowed et un code 403 pour dire attention, je veux pas de vous ici. J'aurais pu envoyer du 404. Là, c'est un choix. Je renvoie le code que je veux. Mais en fait, c'est plus parce que le fichier, le truc qui a été tapé est un peu aléatoire, donc je préfère éviter que quelqu'un sache que ça existe ou que ça n'existe pas et retente autre chose. Le 403, ça laisse supposer qu'il faut un user password, ça va embêter un petit peu les hackers potentiels, donc c'est mieux comme ça. Ensuite, une fois que j'ai filtré mon truc, je vais quand même vérifier que le nom du fichier a quelque chose dedans, parce que si je fais un si je fais sur http://localhost, le fichier qui est demandé c'est slash, ou rien du tout. Donc évidemment, comme tout serveur web, je mets index.html ou autre chose, une page par défaut, et donc là en l'occurrence, si le nom du fichier est vide, je mets index. Parce que j'ai choisi que ce serait celui-là qui sera mon fichier par défaut sur le site. Sur les PHP, en général, c'est configuré dans Apache en index.php et ainsi de suite. J'ai mon nom de fichier par défaut, donc ici, normalement, j'ai un nom de fichier qui est rempli. Je vais vérifier s'il existe sur mon disque dur. Donc je vais combiner le chemin qui m'a été passé avec le nom du fichier, j'utilise le tpass.combine de system.ioutile pour avoir le slash dans le bon sens, pour que ce truc-là soit bien compatible multiplateforme, donc puisse se compiler sous Windows et autres, comme ça il n'y aurait que la partie en bas d'appel qui ne serait pas conforme, ici. Mais disons que cette fonction-là, en fait, elle peut resservir en multiplateforme sans souci, elle est compatible en fonction du système d'exploitation avec les chemins locaux et externes. Donc là, ce truc-là, normalement, maintenant, ça se transforme en point slash demosite, mettons slash img slash photo1.jpeg. Mettons. Le tfile.exist vérifie qu'il existe. S'il n'existe pas, je renvoie une 404.
Cela, c'est pas une tentative de piratage, on tape juste une URL avec un nom de fichier qui n'existe pas ou un sous-dossier qui n'existe pas. Donc, erreur 404, c'est le normal. S'il existe, je vais aller récupérer l'extension, que je mets en minuscule pour faire mes comparaisons derrière, pour être tranquille. Et en fonction de l'extension, je renvoie un content type particulier. Donc là, j'ai trouvé le fichier, il existe, il fait partie des fichiers que j'accepte de renvoyer à l'extérieur. Parce qu'évidemment, il faudrait filtrer ça. Hein. Là, comme j'ai filtré par rapport au dossier, je sais que c'est bon. Ou en tout cas, j'espère que personne va s'amuser à récupérer, à mettre quelque chose sur les dossiers en question qui ne devrait pas y être. Et donc, je filtre par rapport à l'extension. Alors, j'en ai mis beaucoup plus que ce que je voulais, mais c'était plus histoire de montrer comment ça fonctionne. Et une fois que ici, j'ai mon content type, je renvoie un code de statut 200 pour dire c'est bon, il y a bien le fichier, il a été traité, et je le renvoie en stream. C'était bien OpenRead. Et par contre, si l'extension n'est pas traitée, je renvoie une exception qui elle-même renvoie sur mon traitement d'exception qui renvoie un 403. Parce qu'évidemment, si j'ai pas si je ne sais pas quel content type je renvoie, il ne faut pas que ce soit texte HTML par défaut parce qu'on va renvoyer n'importe quoi. Et a priori, ce sera un type de fichier qui n'est pas censé être là. Genre au hasard sur un serveur web, .htpassword, ou plutôt htpassword, ou .htaccess, .ps, /etsley/psswd avec les mots de passe du serveur Linux, enfin, des trucs comme ça, faut pas les laisser passer, donc il faut filtrer au maximum l'arborescence qu'on est en train de traiter, et puis s'assurer que ce qu'on fait est correct. Donc là, c'est un serveur web qui va afficher qu'un seul site. J'ai mis les dossiers en dur pour cette raison-là ici, les trois. Évidemment, si mon serveur devait traiter d'autres choses, on va pas le faire comme ça. En fait, c'est dans la racine, où on va laisser du get et ou du post éventuellement, hein, donc any au lieu de ça. Et on va tester dans le code. On va le laisser par défaut aussi. Et dans ce cas-là, c'est là-dedans qu'on va traiter notre correspondance ou nos dossiers qu'on veut autoriser en accès. Là, en l'occurrence, je me suis simplifié la vie pour le faire de façon séparée. Du coup, quand je lance mon serveur, j'ai mon site avec mon serveur qui affiche les fichiers du dossier en question. Et donc, je peux afficher mon site en HTTP localhost. Donc là, c'est ma fonction log qui affiche le truc. Je clique sur une flèche, ça va me chercher le fichier qui a éventuellement du contenu et d'autres images. Donc là, en l'occurrence, ça m'a récupéré le fichier /credit.html. Je refais une flèche, et il me récupère la page ici, qui est normalement, qui était peut-être déjà en cache d'ailleurs, non, c'est la /page51.html qui contient le bouton gauche, l'image dali50.png, c'est celle avec le coq, droite, et puis haut, qui sont demandés. Alors là, en l'occurrence, la partie log qui est affichée sur la console est un peu en vrac, si je fais ça. Je vais avoir des affichages pas forcément cohérents. La raison est simple, c'est que le navigateur, il n'attend pas qu'on ait chargé un élément pour charger les autres. Enfin, une fois qu'il a la page web, en fait, il a 4 images à récupérer, puisque les flèches gauches, c'est la même en haut et en bas, pareil pour l'autre, et enfin les deux autres aussi. Donc en fait, le navigateur, il a une page à demander, il la demande au serveur, il récupère son HTML, il voit que dedans, il a des images, il demande toutes les images en bloc. Donc WebBroker, il fonctionne en multithread. L'avantage du writeln que j'ai utilisé dans le log, ici, c'est qu'on peut écrire dans la console sans se préoccuper du thread. Par contre, ça ne garantit pas qu'une ligne soit écrite de façon cohérente. Si j'ai 2 lignes envoyées en même temps, ça peut être mélangé. C'est pour ça que sur la log, il y a un peu n'importe quoi selon ce qu'on est en train de faire. Là, j'ai plusieurs séparations, donc ça c'était juste pour montrer que ça fonctionne, mais effectivement, c'est pas viable sur un vrai truc, il faudrait mieux s'assurer de bloquer l'écriture au début et la libérer à la fin de l'écriture pour avoir un élément cohérent par rapport aux données qui sont demandées, mais à la limite, peu importe. Sur cet exemple, ça passait très bien, il n'y a pas grand-chose qui est demandé, ça passe. Voilà, donc je vous ai montré comment on fait un serveur de fichiers avec du WebBroker de base, si on a un fichier source, enfin un site classique, statique. Alors j'ai coupé le serveur, du coup, évidemment, ça plante. Donc vous pourrez aller regarder les images directement sur le site. Donc sur le dépôt de code. Hop.
Donc ça c'était le lien vers WebBroker. Alors contrairement à ce qui était sur le slide, du coup je suis présent pour répondre aux questions, donc n'hésitez pas à me les poser dans le chat ou directement sur l'URL que j'avais remise tout à l'heure, c'est-à-dire développeur-pascal.fr. Ici, là. Nous contacter si vous avez des questions là maintenant, sinon évidemment vous pouvez intervenir sur les deux forums que j'ai remis où je traîne aussi un petit peu, donc développer.com ou en .net selon la façon dont vous y accédez, ou Delphi Praxis, ou pareil, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, mais du coup c'est en français ou en anglais, et j'essaierai d'y répondre. Alors Sylvain qui nous dit, le /.slash c'est un truc qu'on utilisait beaucoup sur le DOS, bah, c'est la même chose, hein, effectivement, déplacement dans l'arborescence, et puis déplacement dossier relatif, et ainsi de suite. Donc là, pas de vraie surprise par rapport à tout ça, ça reste du standard. Même en web, puisqu'en fait dans les URL et même on peut s'amuser avec ça. WebBroker, donc vous pouvez vous en servir sur vos projets pour faire un peu n'importe quoi, hein, enfin un peu tout et n'importe quoi. J'ai plein d'exemples sur GitHub. Ici, si vous allez regarder un petit peu sur mon compte, sur les dépôts, laisse-nous 2 secondes pour taper les questions. Oui, mais c'est fait. C'est fait. Alors, sur mon compte, vous avez plein d'exemples en fait concernant WebBroker, notamment CCTRB, alors Covid, Contact Tracing. Ici, c'était un serveur qu'on a créé, enfin c'est un truc que j'ai programmé, je sais plus si c'est la première ou deuxième année du Covid. Je parle en année Covid maintenant. Vous avez la version client et serveur WebBroker, et puis il y a aussi un serveur PHP pour ceux qui veulent faire la correspondance entre les deux. J'ai loupé une question. Ah oui, pardon. Comment marche le serveur web une fois la requête terminée? Il ferme la connexion ou il la conserve en temps au cas où une seconde requête passe? Je ne sais pas. Je ne suis pas allé voir. En tout cas, ce sont des threads séparés et à ma connaissance, il les ferme. Enfin, il a lancé le truc, il a répondu, il sort. Par contre, le module qui gère la connexion physique, je ne sais pas du tout s'il laisse ouvert les sockets ou pas. Il y a des chances que oui, puisque en général c'est ce qui se passe entre les clients et les serveurs pour la partie web, mais je sais pas. Là, il faudrait voir comment fonctionne le TID HTTP server en fait, qui est le composant INDI qui est utilisé derrière. Et je n'en ai aucune idée parce que je me suis pas posé ce genre de questions. Pour moi, ça marche, on n'est pas limité en nombre d'accès, si ce n'est les ressources de la machine, c'est tout ce qui comptait. Autre chose, comme c'est effectivement du multithread, il y a des choses à faire si vous accédez à des bases de données, puisque chaque appel, chaque action en fait est faite potentiellement en même temps qu'une autre, donc vous devez tout verrouiller pour être tranquille. Et je crois que là-dessus on était un petit peu challengé puisqu'on était parti sur du MySQL pour la base de données, et du coup dans la partie serveur, on avait dû utiliser la partie, enfin activer la connexion partagée sur FireDAC, oui, on était passé par là. Donc là sur l'exemple Covid Contact Tracing Restobar, vous avez un exemple qui utilise du FireDAC, multithread, et quelques mutex, alors je sais pas si je les avais utilisés par contre. Je vois la déclaration. Non, je pense qu'on avait juste déclaré et pas utilisé dans le code. Mais en tout cas, vous avez un exemple de truc opérationnel qui fait du client-serveur, enfin, qui répond vraiment en tant que réponse d'API, plus que l'autre, avec des connexions web, enfin des connexions base de données en même temps. Donc vous pouvez vous en servir et vous inspirer de tout ça. Il y avait un autre exemple que j'avais fait il y a très longtemps, qui était la synchronisation de base de données, qui avait fait l'objet d'un webinaire, donc autant aller voir là-dessus. Et c'était synchronisé, voilà, solution de synchronisation de données. Donc il y a la vidéo, ça date de décembre 2018. Et dans les codes sources, vous avez une partie internet ici avec un web broker pareil. Je sais plus pourquoi je parlais de ça. Qui faisait les trucs de base en fait. Accès fichier, accès data, enfin
le renvoi d'un fichier image, et puis de la réception d'informations et l'envoi d'informations dans l'autre sens. Donc là, vous avez un exemple qui gère les accès web classiques qu'on aurait depuis un browser ou un formulaire web classique. Donc ça peut éventuellement vous inspirer pour en faire ce que vous voulez. On va en rester là pour aujourd'hui. Je vous vois potentiellement demain, donc 14 h, et puis sinon ailleurs, par mail ou en live quelque part, ou sur internet. Merci d'être passé. J'espère que ça vous aura servi à quelque chose. Et puis n'hésitez pas à me recontacter ou à contacter Vincent si vous avez des remarques par rapport à cette session ou des envies d'autres sujets pour les suivantes. A bientôt, bonne fin de journée.